Ça fait un moment que je lis et entends des trucs du genre Hitler c'était un gauchiste. La preuve, dans National Socialiste, il y a socialiste. Socialiste comme François Hollande, ouais. J'en ai même entendu dire que le type aurait été communiste. The National Socialist, as the word says, they were socialists. He was a communist and he considered himself as a socialist. Alors, d'où ça vient ce truc? Non, parce qu'en 2025, normalement, on sait tous que les nazis étaient, ou sont, d'extrême droite. Et c'est quoi ces histoires de gauche-droite machin, en fait? Alors, petit rappel, avant de commencer, on n'est pas là pour parler de vos affiliations politiques perso, ou pour parler de la politique de tel ou tel parti passé ou présent. On va essayer de rester courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Du moins autant que faire se peut. Bref, pour en venir au sujet de la vidéo, est-ce qu'Adolf Hitler était de gauche? Yo, alors je vais vous demander 2 petites minutes pour vous parler de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Besoin de se connecter à un Wi-Fi douteux, d'accéder au catalogue de streaming du Belize, de lire des articles de presse uniquement disponibles en Russie, à tout hasard, hein. Eh bien, CyberGhost VPN est là pour ça. L'appli vous propose un service de VPN, en gros un tunnel crypté qui vous permet de vous connecter à des serveurs en dehors de chez vous, voire en dehors de votre pays, et qui non seulement fait croire à Internet que vous vous connectez d'ailleurs, mais en plus protège les informations qui transitent dans ce tunnel des regards indiscrets. Avec juste un clic, vous avez accès à des serveurs dans plus d'une centaine de pays, ce qui donne du coup accès à un maxi paquet de contenu. Et en plus, c'est dispo sur quasi toutes les plateformes et sur jusqu'à 7 appareils en même temps. Si jamais vous voulez essayer, grâce au lien dans la description, vous avez accès à 83% de remise, ça fait environ 2 € par mois, dont 4 mois offerts, et surtout, vous avez 45 jours d'essai satisfaits ou remboursés. Le service continue d'être hyper bien noté et d'être utilisé par des millions de personnes un peu partout dans le monde, et bah franchement c'est carré quoi. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça nous aide énormément pour continuer à les produire justement. Allez, on retourne à des histoires de gauche-droite là. Déjà avant de se lancer là-dedans, on va reprendre les bases et essayer d'expliquer ces histoires de positionnement politique. Et pourquoi, selon moi, c'est pas forcément la meilleure manière de diviser la vie politique au XXIe siècle. Tout ça sort, ces histoires de gauche et de droite. Historiquement, ça nous vient de la Révolution française. On est en 1789 et aux premières assemblées organisées pour discuter de l'avenir politique du pays et de la création d'une constitution, on demande à ceux qui sont pour donner plus de pouvoir au roi de se mettre à droite du président de l'Assemblée et à ceux qui sont pour plus de pouvoir aux députés de se mettre à gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, ok, pas tant que ça, hein, ça va continuer d'évoluer sous la Restauration, puis sous la Deuxième République et enfin tout au long du XXe siècle. Avec l'arrivée de l'ère industrielle et de la montée des mouvements ouvriers, cette division va prendre une dimension économique. La droite, c'est ceux en faveur du pouvoir établi, les patrons ou les rentiers. La gauche, c'est les ouvriers. Puis ensuite, ça va se répandre un peu partout au cours du XXe siècle justement. D'abord en Russie, puis au Royaume-Uni dans les années 1920, pour enfin se normaliser aux États-Unis dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Surtout pendant le mouvement des droits civiques dans les années 1960 en fait. Bref, l'origine du truc date, mais son usage actuel est assez récent en fait. Ça implique quoi du coup? Pour faire simple, très simple même, on a un spectre qui va de gauche à droite avec des valeurs assignées à chacun des bords. Et puis on se place sur ce spectre en fonction d'à quel point on adhère à telle ou telle valeur. Par exemple, à gauche, on va mettre en avant le réformisme, changer les choses par la loi. Le social, l'État doit aider les plus démunis et marginalisés. En fait, tout simplement, une plus grande présence de l'État dans la société. L'exemple le plus extrême, ça va être le socialisme qui veut la collectivisation des moyens de production, par exemple, genre interdire à une personne de posséder une grosse entreprise, mais plutôt faire en sorte qu'elle appartienne à ses employés, voire à l'État. On va aussi insister sur la notion d'égalité. On est tous égaux et on devrait tous avoir les mêmes chances et droits. À droite, on va avoir tendance à être plus conservateur. Les choses sont très bien comme elles sont, il n'y a pas besoin de tout changer tout le temps, voire c'était mieux avant. On va être plus attaché à la hiérarchie, chacun sa place et les moutons sont bien gardés. Et il y a aussi une insistance sur les notions de mérite et de retrait de l'État. En gros, c'est pas au gouvernement de nous dire quoi faire ni comment, on s'élève par son travail personnel et c'est pas réglo de venir empêcher ça avec plein de réglementations reloues. J'avais prévenu que ce serait une définition simplifiée, mais même en prenant plus de temps pour détailler le bordel, ça resterait simpliste en fait. Si on prend l'exemple du Parti Socialiste Français,
Bon, déjà, c'est dans le nom, hein, le socialisme, c'est de gauche normalement. Sauf que le parti socialiste du XXIe siècle, c'est celui de la loi travail, loi qui facilite entre autres les licenciements. Pas très social tout ça. Puis ça dépend des pays aussi, hein. Typiquement, ce que les États-Unis considèrent comme leur gauche, le parti démocrate, c'est à minima politiquement équivalent au parti Renaissance en France, le parti d'Emmanuel Macron. Pas très à gauche, quoi. Mais c'est un système assez simpliste qui fonctionne pas vraiment si on veut l'appliquer aux gens de tous les jours. Vous pouvez très bien être pour que l'État prenne en charge plus de choses, tout en étant pas d'accord qui touche à vos impôts pour faire des trucs. C'est un peu antinomique, mais bon, il y a vraiment des gens comme ça. Je pense pas me tromper en disant que la grande majorité des gens, si on leur demande, répondront qu'ils sont ni de droite ni de gauche, hein, qu'ils prennent ce qu'ils trouvent le plus juste un peu partout. Ça, c'est surtout dû au fait que les gens identifient les idéologies politiques à des partis. Quand on dit gauche, les gens pensent au PS, quand on dit droite, LR, alors que ça se limite bien heureusement pas qu'à ça. Et ce bail un peu trop simpliste de gauche-droite unidimensionnel, il y a tout un tas de monde qui a essayé de l'améliorer. Par exemple, il y a Hans Eysenck qui a proposé ce schéma en 2 dimensions dans les années 1950, en rajoutant un axe qui va d'autoritaire à libertaire. C'est déjà un peu plus lisible. Si on reprend le Parti socialiste français, d'un côté, il y a eu des réformes sociales, comme le mariage pour tous ou les accords de Paris sur le climat, mais en face, on a la loi travail, clairement en faveur des employeurs et au détriment des travailleurs, mais aussi l'état d'urgence permanent et l'augmentation assez notable des faits de violences policières contre des civils. Du coup, personnellement, je les mettrais là. Et on peut le faire avec tous les gros partis politiques français, en fait. Là, je vous autorise à vous battre en commentaire. Mais c'est pas le seul. Il y en a qui vont utiliser un axe qui va de totalitarisme à anarchisme. Il y en a d'autres qui vont mettre en avant des trucs comme l'écologie, la laïcité ou la démocratie. Puis il y en a, on sait vraiment pas ce qu'ils veulent. Comme David Nolan, le fondateur du parti libertarien états-unien, qui a proposé ce diagramme de ces morts-là, parce que les libertariens sont persuadés d'être des centristes. Pardon, je dis vague. Vague. Étant moi-même un gauchiste, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, si je fais un test du genre Political Compass, je pense pas qu'il y aura de grandes surprises. Et par effet de bulle, on peut se dire que tout le monde voit les choses pareilles, mais il y a plein de facteurs qui font que les gens se percevront pas de la même manière en fonction de leur propre vécu. Par exemple, on associe l'extrême droite aux nazis. Du coup, il y a peu de monde qui s'en revendique. Alors que c'est juste la somme de certaines idées, hein. L'extrême droite a fait 33% aux élections européennes en 2024 en France. Vous pouvez assumer en public maintenant, c'est bon. D'ailleurs, oui, alors on a aussi ces histoires d'extrême gauche et d'extrême droite là. Les deux ont beau partager l'appellation extrême, ils sont pas du tout comparables. Extrême gauche, déjà, c'est un concept qu'on commence à décrire au début du XXe siècle. Alors, on peut même remonter plus loin, mais nous, on va se fixer là. Grosso merdo, en France, au début, c'est un peu tout ce qui est à la gauche du Parti communiste. La gauche révolutionnaire qui veut renverser l'ordre établi, tout ça. Puis dans les années 1960-70, ça va glisser pour englober des partis comme Lutte ouvrière. Ils se présentent aux élections, mais leur projet, c'est surtout de renverser le système capitaliste. Mais extrême gauche, ça regroupe tout un tas de groupes assez divers en vrai. La plupart sont anticapitalistes, contre le libre marché, donc tout le système dans lequel on vit actuellement, avec ses banques privées, ses marchés boursiers et ses multinationales qui exploitent des travailleurs un peu partout dans le monde. Et on va retrouver dans tous ces groupes une acceptation d'une certaine violence pour arriver à ses fins. Alors, j'utilise le mot violence de manière très libre ici, hein. Ça peut aller de casser des abribus en manif aux attentats quand on parle de groupes comme Action Directe, considéré aujourd'hui comme un groupe terroriste et dissous en 1987. Aujourd'hui, ça va regrouper des partis comme Lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste, des groupes comme la Jeune Garde antifasciste et des figures politiques comme Lénine ou Mao Tse-tung. Ou Philippe Poutou. Pour ce qui est de l'extrême droite, c'est un bail totalement différent. Alors, il y a bien la volonté de changer le système et la tolérance d'une certaine violence, mais c'est pas appliqué de la même manière du tout. Pour ce qui est du système, l'extrême droite est, contrairement à l'extrême gauche, pour le retour à des valeurs anciennes, issues d'un temps où tout allait mieux. Il y a un attachement à la hiérarchie très fort aussi, là où à l'extrême gauche, on se veut plus horizontal, que tous les travailleurs possèdent les moyens de production et que tout le monde soit égal. Je parle en termes de volonté politique, hein, pas ce qui se fait dans la
réalité. Avec l'extrême droite, on est plus dans la volonté d'avoir au pouvoir des personnes fortes, quasi exclusivement des hommes, qui imposeraient le retour à des valeurs traditionnelles, qui changent en fonction des époques évidemment. Et justement, en parlant d'égalité, pour l'extrême droite, les gens ne sont pas égaux par nature. Il y a des forts, des faibles, et c'est les premiers qui doivent être au pouvoir pour éviter que les deuxièmes ne détruisent leur idéal de société. Et cette idée de fort et de faible, elle se retrouve dans un autre point important, le nationalisme. L'idée de base, c'est notre pays, c'est le plus fort, c'est le plus important, et il faut le protéger des ennemis qui lui veulent du mal. Souvent des nations et entités étrangères qui essaieraient de nous infiltrer pour le détruire de l'intérieur. Ça aussi, ça change en fonction des lieux et des époques. Ça peut être les communistes, les juifs, les musulmans. En France, ça a été les Italiens ou les Belges à un moment. Bref, c'est toujours la faute d'un groupe un peu flou, souvent pas de chez nous, et quand l'ennemi est indigène, ça va être son idéologie qui est dangereuse, mais toujours un peu vague. On a les communistes, ça c'est un peu plus clair, mais ça va aussi se transformer en judéo-bolcheviques, les élites intellectuelles qui connaissent pas la vraie vie, les islamo-gauchistes, les bien-pensants, les woke, toujours des notions un peu vagues dans lesquelles on peut mettre tout ce qu'on n'aime pas. C'est ce qui s'appelle le syndrome de la citadelle assiégée. Il y a toujours un péril grave qui nous menace et il faut prendre des décisions radicales pour en venir à bout. Et dans ces actions radicales, on va retrouver une acceptation d'une certaine violence pour arriver à ses fins. Mais là où l'extrême gauche va tourner sa violence contre l'État ou les grandes entreprises, jugées responsables des inégalités dans la société, l'extrême droite critique l'État, mais s'en accommode très bien. Elle va plutôt retourner sa violence contre ces fameux groupes extérieurs ou intérieurs responsables du déclin de la société. Là-dedans, on va retrouver des partis politiques comme Reconquête ou le Rassemblement National, mais aussi des petits groupes plus locaux comme Action Française ou la Division Martel. Et historiquement, on va aussi retrouver des mouvements comme le fascisme, le franquisme ou le nazisme, quoi. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème de cette vidéo, le déshonneur par association. Forcément, vous n'allez pas vous revendiquer d'un courant politique si la première personne à qui on pense quand on l'évoque, c'est Hitler. Le Rassemblement National se revendique d'ailleurs de la droite nationale, peu importe ce que ça veut dire. Et malheureusement, c'est inévitable, les gens vont toujours associer les idées politiques aux partis qui s'en revendiquent. En France, si vous vous revendiquez de gauche, il y a de grandes chances qu'une personne de droite commence à vous parler de Mélenchon, quand bien même vous en aurez absolument rien à carrer de son parti. Mais ce déshonneur par association s'étiole petit à petit. S'il y a plus d'une décennie, l'idée de donner la parole et de la visibilité à l'extrême droite était encore outrageante, il n'y a qu'à voir les manifs qui ont déclenché l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles en 2002, aujourd'hui, c'est pas leur donner la parole qui fait hausser le ton. Et ça, c'est dû à un concept qui s'appelle la fenêtre d'Overton. L'idée, théorisée par Joseph Overton, un politologue et lobbyiste états-unien dans les années 1990, c'est qu'on peut faire glisser la perception du public de ce qui est acceptable ou non. Genre, ça, il y a encore 5 ans, ça serait pas passé. Aujourd'hui, on se retrouve à discuter de ce que ça pouvait vraiment signifier. C'est que c'est un geste très courant aux États-Unis, et il faut peut-être le dire quand on est journaliste, c'est-à-dire que tu pars de ton cœur, tu tends le bras pour dire de mon cœur, je viens vers vous. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Matraquer en permanence le même truc, ça marche. Mais proposer des versions plus soft ou au contraire plus extrêmes pour faire paraître nos autres idées raisonnables, c'est un truc qui se fait tout le temps. Mais du coup, non, parce que ça fait 5 pages de script que je vous balade, mais on n'a toujours pas répondu à la question. Est-ce qu'Hitler et les nazis étaient de gauche? On va voir ça. Il est clairement anti-progressisme en tout cas. Le monde va mal parce que les gens veulent tout changer tout le temps. Et plus spécifiquement, les juifs. Bon, ça, vous vous en doutiez. Alors que si on était resté aux valeurs traditionnelles, la société serait pas pervertie. La prio d'Adolf Hitler, c'est le peuple allemand. Ce peuple a besoin de son espace vital pour s'épanouir et à terme dominer le monde, parce que tous les autres sont des dégénérés contrôlés par les juifs, et si on les laisse faire, ça sera la fin des Allemands. Citadelle assiégée, tout ça, comme on l'a dit un peu plus tôt. Alors là, c'est intéressant, parce que Hitler explique à tort et à travers que l'État et ses dirigeants doivent prendre en charge l'éducation du peuple et sa sécurité. Et ça s'arrête là, en fait. Faut former les gens pour qu'ils comprennent qu'ils font partie du peuple élu, créé à l'image de Dieu, mais pour le reste, Hitler, il est pas trop fan de l'État et des politiciens. Au contraire, pour lui, c'est plus une source d'effondrement social et culturel qu'autre chose. Et en parallèle, il va privatiser tout un tas d'entreprises publiques. Grosso merdo, tout ce qui sert pas à l'entreprise militaire. Ça saute parce que ça coûte des thunes qui pourraient servir à faire la guerre. Et ça, c'est
avant la Seconde Guerre mondiale, hein. Non, parce que le but des nazis, c'est avant tout la guerre et la conquête de tout ce que touche le soleil. Et tout doit servir à alimenter cette machine de guerre. Et le social, l'égalité, tout ça dans notre histoire, là. Alors là, encore une fois, c'est une disquette commune à toutes les extrêmes droites. Hein. D'après eux, le problème ici, c'est pas tant qu'on fait pas assez pour les gens, c'est surtout qu'en s'occupant de ceux qui font pas partie de notre groupe, hein, ici la race aryenne, ça retire des moyens pour vraiment prendre soin de ceux qui méritent. Mais dans les faits, il fera jamais rien pour. Hein. Il y a bien eu masse campagne de prévention, hein, surtout mangez sain, faites du sport, écoutez votre médecin. Mais pour ce qui est de la prise en charge, on est plus sur du démerdez-vous et on va envoyer les handicapés dans des camps aussi parce qu'ils coûtent cher et ils produisent pas d'argent. Pas très social. Pour l'égalité, non, juste non en fait. Enfin, tu peux pas avoir un type mettre des gens dans des camps en fonction de l'origine géographique de leurs grands-parents ou pour leurs idées politiques et te dire qu'il est une seconde pour l'égalité de qui que ce soit. Non, pour le coup, le régime nazi est fondé sur une profonde croyance dans les inégalités entre les individus, hein, qu'elles soient physiques, mentales ou génétiques, et que seuls les plus forts doivent être encouragés à se dépasser par leur propre mérite. Le type dit lui-même qu'il est contre la lutte des classes, hein, parce qu'une fois qu'il ne restera que les Allemands les plus forts en Allemagne, tout ira mieux. Hein. Pour Hitler, le concept même de lutte des classes, c'est une invention juive pour diviser la société. Tu peux pas faire moins de gauche que ça. Attention, hein, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racistes à gauche ou de gens qui sont contre l'antisémitisme à droite. Hein. Mais globalement, les uns et les autres fondent pas vraiment leur politique sur ce genre d'idées. Et puis en vrai, on a juste à demander au Boug lui-même. Hein, tiens, regarde. Ça, c'est son livre. Enfin, c'est 2 volumes compilés en un. Dedans, on y trouve à peu près toutes les idées qu'il a eues entre ses 18 et 35 ans. Et ça a été écrit après la formation du parti nazi. Alors, ça explique d'ailleurs la ligne directrice du parti, à laquelle il se tiendra peu ou prou pendant les 2 décennies qui suivront. Mais bref, du coup, il dit quoi ? Nous choisîmes comme couleur le rouge. C'est elle qui devait le plus vivement indigner et exciter nos adversaires, nous faire connaître ainsi d'eux et les obliger, bon gré mal gré, à ne plus nous oublier. C'est à cette époque que mes yeux s'ouvrirent à 2 dangers que je connaissais à peine de nom et dont je ne soupçonnais nullement l'effrayante portée pour l'existence du peuple allemand, le marxisme et le judaïsme. He was a communist. Quelques mois suffirent pour me faire comprendre quelle peste se dissimulait sous un masque de vertu sociale et d'amour du prochain, et combien l'humanité devrait sans tarder en débarrasser la Terre, sans quoi la Terre pourrait bien être débarrassée de l'humanité. J'arrivais à comprendre le contenu et l'intention du travail de toute la vie du juif Karl Marx. Son Capital me devint maintenant parfaitement compréhensible, comme la lutte de la social-démocratie contre l'économie nationale, lutte qui devait préparer le terrain pour la domination du capital véritablement international et juif de la finance et de la bourse. Pas très la gauche, hein. N'en déplaise à Madame Weidel, la chef de l'extrême droite allemande, c'est pas très communiste tout ça. Mais pourquoi ils appellent ça le Parti national-socialiste en fait ? Eh ben, c'est du marketing. Les années 1930, c'est la montée du communisme en Europe. Et le communisme, c'est pas très bon pour l'extrême droite. Hein. Ces histoires de collectivisation, de mondialisme et tutti frutti, là, c'est pas vraiment leur projet. Mais pour essayer de gratter un peu le public de gauche, il y a tout un tas de mouvements d'extrême droite qui vont commencer à rajouter le mot socialiste dans leur nom ou leur discours. D'ailleurs, le nom entier du parti, c'est le Parti national socialiste des travailleurs allemands. Alors, vraiment, les mecs ratissent large. Un peu comme dire droite nationale au lieu de extrême droite, quoi. Un des premiers trucs que les nazis feront une fois arrivés au pouvoir, d'ailleurs, ça va être d'enfermer les communistes et faire interdire les syndicats. Non, la partie importante du nom, c'est national, parce que c'est la base de l'idéologie d'Adolf Hitler et de son parti. C'est la préférence nationale, la priorité nationale, l'Allemagne avant et au-dessus de tout. Puis bon, ça là, c'est l'insigne réservé aux prisonniers politiques. Ça inclut les socialistes, les communistes, mais aussi les représentants syndicaux. Il a littéralement fait interdire les partis socialistes et communistes. Bon, après, il a fini par faire sauter les partis de droite aussi. Mais sa prio, c'était surtout faire disparaître les cocos et les sociodémocrates. Ça, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Aucune opposition politique, comme ça, on peut se maintenir au pouvoir tranquillement le plus longtemps possible. Mais ça s'applique aussi à l'URSS, par exemple. Et c'est aussi le cas pour Mussolini et le fascisme. On commence en récupérant les déçus de la droite et de la gauche, puis une fois arrivé au pouvoir, on fait arrêter les militants communistes et socialistes, on privatise à gogo, on va fort, très fort dans le nationalisme. Il n'y a rien de gauche là-dedans. Mais du coup,
pourquoi, encore aujourd'hui, certains s'acharnent à dire qu'Hitler était de gauche, voire communiste. He was a communist. Eh ben, le déshonneur par association. On peut pas assumer notre idéologie politique parce qu'elle est associée aux pires personnes de l'humanité, du coup on va dire que ces dernières font en fait partie du camp d'en face. Non, parce que vous remarquerez au passage que c'est jamais ailleurs qu'à l'extrême droite qu'on tente ce petit tour de passe-passe. Comme ça, non seulement les affaires reprennent, mais en plus, c'est les autres les méchants. Et ça nous ramène aussi au concept de fenêtre d'Overton dont j'ai parlé plus tôt. Il y a 30 ans, dire qu'Adolf Hitler ou Mussolini étaient de gauche, ça vous aurait valu des fous rires pour seule réponse. Mais à force de glissement idéologique, ça devient normal de le dire sur des plateaux TV aujourd'hui. Bref, non, désolé, Adolf Hitler n'était pas de gauche, et dire que si, parce que dans national-socialisme, il y a socialisme, c'est vraiment du même niveau que dire que la République démocratique de Corée du Nord est une démocratie parce qu'il y a démocratique dans le nom. Par contre, c'est un bon indicateur du glissement idéologique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il y a qu'à voir les scores que fait l'extrême droite, un peu partout en Europe d'ailleurs. Le fascisme, c'est comme les coupes au bol. On n'est jamais à l'abri que ça revienne. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, avec le lien dans la description, vous avez accès à 83% de remise, ça vous revient environ à 2 € par mois. C'est dispo sur tout un tas de plateformes, sur jusqu'à 7 appareils en même temps, et vous avez droit à 45 jours d'essai satisfaits ou remboursés. Enfin, bref.